Bonjour à vous, je suis Youssouf Chotia. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous faire un résumé de la présentation qui a eu lieu le 5 juin à Toulouse, lors de la publication de mon livre, coécrit avec Jérôme Delacroix. Et si on copiait les entreprises chinoises, le modèle Ayer, principe d'organisation au XXIe siècle. Donc, lors de cette présentation, on a eu un webinaire qui a été diffusé en direct. En revanche, le son et l'image n'étaient pas de très bonne qualité. Donc pour tout ce qui concerne les slides et les liens que je cite, je les mettrai en commentaire. Et on va essayer de... L'objectif de cette vidéo, c'est de vous faire une synthèse et qu'il n'y ait aucun souci au niveau son et au niveau de l'image. Donc pourquoi ce titre? Et si on copiait les entreprises chinoises, volontairement provocateur? Et premier point, simplement, c'est pour vous dire qu'on a beaucoup réfléchi. On avait trouvé d'autres titres alternatifs qui auraient pu être l'entreprise sans manager, qui était assez impactant, mais qu'on a mis de côté parce que quand même assez trop réducteur. Un deuxième titre possible aurait été les nouvelles routes du management, en référence aux nouvelles routes de la soie, mais c'était moins parlant ou c'était trop généraliste. Et puis un dernier titre qui tenait également la corde aurait pu être le management de zéro distance, puisque finalement c'est quand même le cœur du livre, le cœur de ces principes. Et donc on ne l'a pas retenu et on est resté sur et si on copiait les entreprises chinoises, parce que le management de zéro distance c'est quand même un sujet qui est assez confidentiel aujourd'hui en France et donc qui ne parle pas forcément à beaucoup de personnes. Voilà. Quelques points clés qu'on a essayé de résumer par rapport au livre et par rapport à cette aventure éditoriale. La première chose, c'est que ça nous a pris quand même 15 mois, donc avec Jérôme, pour se documenter et faire et produire ce livre. Quelques grandes dates, donc 1984, c'est la création de l'entreprise. 2005, c'est vraiment les premières réflexions sur les limites de l'organisation traditionnelle hiérarchique. Paris, Toulouse, donc on a fait ce travail à distance avec Jérôme Delacroix. Et puis un chiffre clé peut-être, puisque l'entreprise Ayer est pas très connue, alors même si ils ont cette année pour la première fois ils ont fait de la publicité à Roland Garros. Donc c'est une entreprise qui pèse quand même 32 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et l'élément clé, alors ça c'est des chiffres de 2022, l'élément clé au-delà de ce chiffre d'affaires, c'est qu'avec cette taille, ils ont réussi quand même à faire 7% de croissance par rapport à 2021. Autre point qu'on voulait aborder un peu en introduction, c'est finalement pourquoi avoir écrit ce livre. Alors c'est le premier livre en français qui parle des principes de l'entreprise Ayer. Et la première chose finalement, c'était la curiosité pour des principes d'organisation agile et par rapport à un environnement et au management dans un environnement incertain. Donc ce premier point, et que ce management et cette organisation est en place depuis 2005, donc ça fait déjà plus d'une dizaine d'années. Le deuxième point sur ce pourquoi, c'était partager ce qui se fait de mieux aujourd'hui, et c'est notre conviction avec Jérôme, c'est qu'on a tendance à regarder du côté de la Silicon Valley assez souvent, parfois du côté de l'Europe du Nord avec Spotify. Et donc un des objectifs de ce livre, c'était aussi de mettre certaines entreprises chinoises à l'ordre du jour. On a un point aussi qu'on a voulu aborder, c'était de dissocier la pertinence de l'organisation de nos convictions géopolitiques sur la Chine. Et finalement le sujet phare, c'est qui pour moi, ce sont des principes simples, relativement simples. Il n'y a pas d'usine à gaz, ce ne sont pas de grandes théories, et c'est une mise en œuvre à l'échelle. Donc Ayer n'a pas inventé radicalement de nouveaux concepts que personne n'aurait expérimenté jusqu'à présent. En revanche, une mise à l'échelle
de ce type d'organisation agile sur une entreprise qui fait plus de 50 000 salariés, à ma connaissance, donc que ce soit en Europe ou aux États-Unis, c'est quand même un cas extrêmement rare. Toujours en introduction, quel est l'intérêt de s'inspirer d'une entreprise inconnue? Alors en fait, elle est inconnue en France, généralement très 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 peu connue. Alors moi, pendant un an, j'en ai parlé autour de moi. J'ai une ou deux personnes qui m'ont dit ah oui, je connais. Il faut savoir qu'en 98, le PDG, l'ancien PDG Jiang Zemin est le premier entrepreneur chinois à faire un discours à Harvard. En 2009, il est invité, il y a une interview d'une quinzaine de minutes qui est toujours disponible sur YouTube. Il est invité à l'INSEAD de Fontainebleau. Et un dernier point beaucoup plus récent, donc en mars 2023, Ayer est cité dans un article d'Harvard Business Review, How Chinese Companies Are Reinventing Management. Donc ça c'est pour essayer justement de dire que en France, elle est inconnue. Par contre, dans le monde anglo-saxon, c'est de moins en moins le cas. Après cette introduction sur le livre, donc c'est plus une introduction sur notre vision de la Chine. Je me suis demandé finalement comment est-ce qu'il y a 2 ou 3 ans je percevais la Chine. Alors j'ai fait une liste de points que je ne détaillerai pas. Donc pour moi, la Chine, c'était Sun Tzu, l'art de la guerre. C'était Mao, c'était le Tibet, la révolution culturelle, les événements de 89 sur la place Tiananmen, les Ouïghours, Hong Kong, la rétrocession de Hong Kong, et un dernier point, c'était Taïwan. Alors point d'interrogation sur Taïwan. Au-delà de ça, donc on a aussi l'image de la Chine comme masse, enfin quantitativement, même si l'Inde est passé devant depuis peu, donc c'est 1,4 milliard environ. D'autres points clés, on a le low cost, l'image générale du low cost. Et alors pour ceux qui s'y connaissent un peu plus dans le domaine de l'IT, moi ce qui me revenait en tête c'était Lenovo. C'était une des premières entreprises chinoises qui rachetait alors en partie en 2005 et 2014 il me semble les divisions PC et serveurs d'IBM. Donc à l'époque c'était assez rare de voir une entreprise chinoise racheter, alors c'était voilà, quand même entrer sur un secteur entreprise qui n'est pas réputé uniquement pour le low cost. Donc on a également d'autres informations qui nous viennent à l'esprit, donc les Batix, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, qui font en regard de ce qu'on connaît plus comme les GAFAM. Un point que j'avais aussi en tête, c'était Foxconn. Alors même si c'est une entreprise taïwanaise, Foxconn, ils ont des usines à 100, 200 000 employés en Chine, et donc c'est l'entreprise qui fait l'assemblage des iPhones. Un autre point, alors que vous avez tous en tête d'une manière ou d'une autre, c'est ByteDance. ByteDance qui probablement en 2023 aura 850 millions d'utilisateurs. Donc ByteDance, l'éditeur de TikTok. Deux points sur l'image générale de la Chine, donc le delta des perles, donc une des zones économiques spéciales décidées il y a 40 ans. Aujourd'hui, le delta des perles, Hong Kong, Macao, Shenzhen, c'est 65 millions d'habitants, donc c'est l'équivalent de la population de la France. Et en 2021, dernière chose, donc là c'est par rapport à mon métier, donc la Chine lance sa station internationale dans l'espace, alors que par rapport à ce que l'Occident a fait avec l'ISS. Une certaine vision de la Chine, toujours dans notre vision de la Chine, donc on a cette citation que j'adore, les Chinois peuvent passer un test, mais ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est innover. Ils ne sont pas très imaginatifs, ils ne sont pas entreprenants, ils n'innovent pas, c'est pourquoi ils volent notre propriété intellectuelle. Dixit Carly Fiorina, l'ancienne PDG d'HP. Et donc je voulais mettre cette citation qui résonne pour beaucoup d'entre nous, avec le fait que aujourd'hui la Chine dépose plus de brevets que les États-Unis. Donc d'après le Bureau international des brevets, il dépose environ 69 000 demandes, alors que les États-Unis c'est 59 000.
Ils ont dépassé les États-Unis aux alentours de 2019-2020. Et deux derniers points, donc c'est une tendance forte à la relocalisation post-Covid. Donc toutes les industries qu'on avait eu tendance à externaliser en Chine sont en train de revenir. Et donc là, un des derniers exemples, c'est TSMC, le leader mondial des puces, qui a décidé d'investir 40 milliards de dollars sur le sol américain. Donc, et une dernière chose, donc, une des dernières couvertures de The Economist était Peak China. Est-ce que la croissance folle qu'a connue la Chine sur les 40 dernières années est terminée? Presque tout le monde est d'accord sur le sujet et on aura une croissance beaucoup plus faible à venir. Et alors ce sont des éléments factuels qui sont des éléments de contexte. Et un élément marquant aussi quand on parle de la Chine, c'est simplement qu'en 1991, c'est la date d'utilisation des derniers tickets de rationnement par rapport aux famines que le pays avait connues, alors quand même il y a plutôt dans les années 70-80. Et 30 ans plus tard, donc 91 les derniers tickets de rationnement, et 30 ans plus tard, la Chine envoie Chang'e 5, donc qui est parti sur la face cachée de la Lune, qui a atterri et qui a ramené des échantillons. Et donc voilà, c'est une première. Entre ces deux images, entre le ticket de rationnement et une première sur la face cachée de la Lune, il s'est passé 30 ans. Voilà, donc au-delà de cette image globale de la Chine, notre vision de la Chine, l'autre point qui nous a motivés aujourd'hui, ce sont les enjeux beaucoup plus entreprises. Donc l'élément clé, ça va être l'environnement VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu. Voilà, tout ça, enfin plusieurs termes simplement pour signifier, pour faire prendre conscience que voilà, le Covid, la guerre en Ukraine, l'inflation, l'augmentation du prix de l'électricité, c'est quelque chose qu'on ne connaissait plus et qui sont réapparus et dont les entreprises doivent aujourd'hui faire avec. Et un des points clés qui nous a marqué avec Jérôme, c'est que alors, les entreprises chinoises font face aussi aux mêmes problématiques. On a listé la lenteur de l'innovation, le fait de vouloir croître sans ralentir, les fonctions support qui sont déconnectées des clients, donc ça c'est vraiment les problématiques des dirigeants. Et côté salarié, on a aussi un désengagement des collaborateurs, le micromanagement, la perte de sens, les bullshit jobs. Voilà, donc c'est vraiment deux aspects qu'on retrouve des deux côtés, enfin dans les différents continents. Et ce qui nous a marqué, c'est que l'Occident semble voir ces problèmes indépendamment, de manière indépendante, avec notre vision très cartésienne de vouloir découper les problèmes complexes en petits éléments pour pouvoir les adresser un par un. Et ce qui nous est apparu après ce travail de recherche, c'est vraiment Ayer en particulier les perçoit comme un tout et n'essaie pas de traiter ces problèmes au cas par cas. Je vais rentrer directement dans les différents chapitres du livre et j'ai choisi 2 ou 3 points de chaque partie pour mettre en avant finalement les faits marquants. La première, donc c'est vraiment la naissance de l'entreprise de 84 à 2005, comment d'un petit industriel ils sont devenus un géant mondial. Et l'élément marquant, c'est vraiment, alors apparemment c'est toujours présenté dans le musée d'ailleurs, c'est la décision de détruire 76 réfrigérateurs qui contenaient des défauts. Alors aujourd'hui, faire un rappel de produits ou les détruire, ça nous semble presque normal. À l'époque, il faut savoir que ces réfrigérateurs qui contenaient des défauts pouvaient être vendus. Dans le contexte de l'époque, même on avait vraiment une pénurie de biens, tout se vendait et les gens étaient prêts à accepter des produits même défectueux. Donc l'élément marquant, c'est le PDG qui décide aux yeux de tous de rassembler tout le monde et de rassembler ces produits défectueux et il demande aux responsables de les détruire
un à un de manière méthodique. Donc 76 réfrigérateurs. Et à l'époque, ça a vraiment marqué les esprits. Ça s'est fait au milieu de l'usine. Et le message, c'était vraiment clé pour John Grimin déjà à l'époque. Entre le volume, la production en volume et la recherche de profit à court terme, ou la création d'une marque connue pour sa qualité et la satisfaction du client. Donc ça, c'est vraiment le point clé. Et ça a été un élément marqueur à ce point-là. Et également, le fait qu'on avait à l'époque 2 niveaux d'exigence et que souvent les employés n'hésitaient pas à dire on fait du produit haut de gamme pour l'export, par contre les clients chinois ils peuvent se satisfaire de moins bonne qualité. Donc cet élément ça a été vraiment un déclencheur, et alors c'est pas que celui-là, mais il en a découlé un certain nombre de conséquences. Un autre élément clé, alors qui date bien avant les grandes réorganisations, c'est la notion de catfish, qu'on a du mal à appréhender forcément en Europe. Donc selon une légende norvégienne, le fait d'avoir un poisson-chat dans un réservoir avec des poissons permettait justement de les maintenir en vie, enfin de les garder actifs. Et du coup, vendre un poisson vivant, on pouvait le vendre plus cher que du poisson mort. Donc Haier a transposé cette méthode au sein des équipes, et au démarrage de chaque projet, on nomme le chef de ce fameux projet, et il est informé de manière transparente de la personne susceptible de le remplacer s'il n'atteint pas ses objectifs à 3, 6 mois ou 1 an. Donc voilà, c'est de la concurrence, ce qu'on peut connaître aussi. Par contre, c'est de manière très très claire, très affichée, sans forcément d'ambiguïté. Dans la partie 2, on se concentre finalement vraiment dans le cœur des principes d'Haier, donc qui sont relativement simples et qui correspondent au vocable Ren, Dan et Yi. Donc c'est simplement trois mots accolés, et on va dire le terme en lui-même est très simple. Finalement, le Ren, ça va être les personnes, et ça va désigner ceux qui prennent les commandes, et donc les salariés qu'on va essayer justement de plus en plus d'en faire des entrepreneurs. Alors pas des intrapreneurs, mais vraiment au sens entrepreneur du terme, et on le verra un peu plus loin. Le Dan va concerner les utilisateurs, alors les clients au départ, et puis finalement on va voir que c'est de plus en plus des utilisateurs. Et le EI, ça va être la valeur ajoutée. Donc voilà, en soi, c'est 3 termes qui ne sont pas exceptionnels. Voilà, c'est cette adéquation entre les besoins des utilisateurs et notre capacité à y répondre, à la fois par des produits ou des services. Un élément clé qui, on va dire, au-delà de cette théorie, qui est vraiment symptomatique, c'est que sur le marché donc, du réfrigérateur, on a des métriques qui sont de l'ordre le taux de renouvellement qui va être de l'ordre de 10 à 15 ans par rapport à ces produits de commodité. Et au niveau marketing, on s'est assez bien questionné et savoir que la décision finalement de changer pour telle ou telle marque va se faire en 3 ou 4 minutes. Voilà, donc sur ce genre de marché, on a des temps très longs de renouvellement, avant le renouvellement, et une décision qui va être rapide. Et finalement, la problématique de tout entrepreneur, en particulier pour les commodités, mais pas seulement, ça va être comment être dans la tête du client, et que la première chose à laquelle il pense, ça va être Haier, pour qu'il finalement ce choix reste rapide, mais s'oriente vers Haier. Et finalement, tous ces principes, ça va être comment maximiser cette valeur ajoutée. Et un des exemples clés qu'on cite à la fin, c'est que finalement aujourd'hui Haier était producteur de fours, entre autres, enfin d'électroménager de manière générale, mais de fours également, et que depuis 2 ans, donc ils se sont orientés vers vraiment du service. Et un des exemples clés, c'est une entité qui va permettre aux Chinois, en l'occurrence, de se cuisiner du canard laqué avec un niveau gastronomique des meilleurs restaurants. Donc voilà, c'est finalement toute cette théorie, ça permet de dire je ne vais pas attendre 10 ans
avant de me rappeler au client, où je ne vais pas faire de la publicité, on va dire, dans cette phase où finalement il n'est pas intéressé par renouveler son électroménager. Mais voilà, ce genre de service que je peux lui proposer, alors peut-être une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, il va se rappeler à moi, je vais lui apporter de la valeur ajoutée de manière beaucoup plus permanente qu'une fois tous les 10 ou 15 ans. Et donc on a là également toute la philosophie du zéro distance entre les clients et l'entreprise. L'autre point clé, donc les deux piliers finalement du Rendanei, ça va être la première chose, ça va être les micro-entreprises avec de vraies libertés. Donc le personnel donc de 10 à 20 personnes des micro-entreprises va avoir la liberté de décider de la stratégie commerciale. Il pourra embaucher qui il veut et structurer son équipe. Il pourra les rémunérer de la manière dont il veut et il va pouvoir dépenser finalement, définir la stratégie la plus intéressante. En plus de ces deux libertés qui sont quand même assez radicales et assez essentielles, Fujitsu Europe, qui s'est inspiré de ce modèle, a également rajouté donc, le pouvoir de se former, finalement, de décider quels sont les besoins ou les compétences que je n'ai pas qu'il faudrait que j'acquière pour mieux répondre aux clients. Et un pouvoir d'approbation de contrats standards quand ils sont inférieurs à 1 million d'euros. Donc voilà, les 4 premières libertés, c'est vraiment l'aspect chez Ayer, c'est ce qui définit finalement une micro-entreprise. Et c'est un des points que j'ai évoqué dans l'autonomie. Voilà, quand on compare l'autonomie qui est proposée chez Ayer et celle des entreprises en France ou aux États-Unis, on voit que l'autonomie chez Ayer, c'est quelque chose qui est vraiment poussé très très loin. Et au-delà de l'évoquer en 2 minutes, on est conscient que dans certains cas, pour certains dirigeants, ça peut être une affaire de 5 ans pour changer de cadre mental et d'accepter finalement de laisser ses libertés. Une des conséquences finalement de ces micro-entreprises, ça va être quelques exemples. Donc une machine à laver que j'ai qualifiée de zone rurale, qui va être adaptée à certains maraîchers. Donc Ayer constaté qu'il y avait un taux de retour élevé et beaucoup de défauts sur certaines zones. Ils se sont rendus compte que certaines personnes utilisaient les machines à laver pour laver leurs légumes, et du coup il y avait de la terre, etc. Et donc beaucoup plus de défauts et de retours. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont adapté la machine, donc ils n'ont pas essayé de réformer ou de former les utilisateurs en leur disant que c'est du linge, il faut que ce soit propre, un minimum propre. Simplement, ils ont adapté une machine à laver avec beaucoup plus de filtres pour que ça réponde à ce type d'usage. On a également un climatisateur entre guillemets nid d'oiseau qui fait référence au stade olympique des Jeux Olympiques de Pékin, qui était vraiment un symbole de fierté pour tous les Chinois. Et donc certaines personnes ont souhaité avoir un climatiseur en forme de nid d'oiseau. Donc je vous mets l'image dans les slides. Mais au-delà de ces quelques cas qui sont déjà assez intéressants en soi, il y a également aussi l'envie que chaque collaborateur soit moteur. Ça va être finalement l'entité Sonder Robot, qui est une micro-entreprise à l'origine qui s'est créée par rapport au marché des gamers. Donc ils ont détecté que ce marché-là n'était pas vraiment... On avait beaucoup d'insatisfaction des gamers, ils ne trouvent pas les PC adéquats en termes de performance et de fiabilité. Et donc il y a une micro-entreprise qui s'est créée sur ce marché-là, effectivement, et qui s'est développée et qui est même sortie, on va dire, de la branche électroménager. Et donc on voit avec cette démarche que l'objectif n'est pas forcément de rester dans le cœur de métier, c'est voilà, on a des personnes qui sont sur le terrain au contact des utilisateurs et qui peuvent être amenées à développer de nouvelles opportunités en fonction de ce qu'ils constatent. Le deuxième pilier sur lequel je passerai assez rapidement, ce sont les plateformes. Donc toutes les usines, toutes les fonctions de support ont été plateformisées.
et elles vont justement pouvoir adresser les micro-entreprises peuvent se connecter directement à ces plateformes. En deux mots, donc un des exemples clés qu'on a beaucoup décrit s'appelle Cosmoplat. Donc c'est vraiment une plateforme. Alors au début c'était simplement pour gérer les fournisseurs, et depuis c'est vraiment la plateforme qui permet d'innover, de produire et d'avoir une visibilité sur ce qu'on veut, et voilà, en fonction des besoins qui ont été détectés, être capable de répondre rapidement à ces besoins. Un dernier point sur finalement le résultat, c'est peut-être General Electric Appliance qui en parle le mieux. Ils ont été rachetés par ailleurs en 2016 pour à peu près 5 milliards de dollars. Et ils ont aussi petit à petit, alors le PDG il a pris quand même un an pour aller voir sur place chez Ayer le fonctionnement, voilà, parce qu'au-delà des slides et de la théorie qui peut être expliquée assez rapidement, donc il s'est vraiment immergé pendant un an avant de revenir aux États-Unis pour pouvoir décider de faire des choses intéressantes. Et en termes de résultats, donc eux ils avaient une sorte de Fab Lab qui s'appelle First Build, qui comprend 23 personnes et qui peuvent adresser, on va dire, 20 000 membres ou utilisateurs. Et donc en termes de résultats, donc le temps de mise sur le marché d'un produit est passé de 8 à 4 mois, donc ils ont divisé par 2. Et le coût d'une mise sur le marché d'un produit désormais a été divisé par 10. Donc voilà, ça c'est les éléments concrets qui, par rapport à ce rachat et puis finalement la transformation de General Electric Appliance. La dernière partie de notre livre, finalement, c'est vraiment un cas d'école du nouveau management made in China, à la fois sur les principes des philosophies chinoises et également les emprunts à la culture occidentale. Deux points, finalement, donc par rapport au taoïsme. Alors le taoïsme, il postule que le monde est auto-organisé et qu'il est préférable de le laisser sans interférence, de ne pas interférer. Donc un des principes clés, c'est le wu wei, donc le non-agir. Donc l'objectif, ce n'est pas de ne rien faire, mais simplement que l'action doit concourir à l'ordre naturel des choses. Donc ne pas être à contre-courant. Et simplement, un des exemples concrets de cette philosophie et de ces sagesses, on va dire, c'est simplement que les micro-entreprises s'auto-organisent comme elles veulent, et en fonction des opportunités qui sont détectées, peuvent se créer, voir le jour, et essayer d'adresser un nouveau marché. Donc il n'y a pas non plus d'intervention permanente des managers, il y a une sorte de laisser-faire finalement, et une posture aussi de chef d'orchestre qui essaye d'utiliser au mieux les capacités de ses collaborateurs. Avec ce non-agir, un autre principe finalement du taoïsme, qui est détaillé dans cette dernière partie, c'est le ziran, ou la spontanéité. Et ça se rejoint dans la mesure où le ziran, ça désigne ce qui arrive par soi-même, spontanément, sans forcément de contrainte. Donc ça désigne l'authenticité et le fait d'agir selon son être. Donc c'est vraiment laisser exprimer le potentiel de ses collaborateurs. Il en a été conscient en 2010-12, puisque, enfin, même dans l'interview qu'il donne à l'INSEAD, il dit « Aujourd'hui, je ne forme pas des entrepreneurs. Il y a un cadre, il y a un fonctionnement où nous, on favorise ce type de personnes, mais c'est compliqué de former quelqu'un à l'entrepreneuriat. Il y a aussi une part de d'inné, finalement, dans cette propension à vouloir challenger les choses ou les statu quo. On n'a pas justement, il n'y a pas eu de contraintes, et ça s'est soldé par le départ de plusieurs milliers de managers. Et l'objectif finalement de cette spontanéité, c'est j'ai des collaborateurs qui sont capables d'eux, qui veulent en faire plus, ou bien qui ont détecté des opportunités. Comment moi, entreprise, je fais en sorte de les laisser finalement aller au bout de leur démarche.
Dernier point avant de conclure finalement, c'est la Django Reinhardt, donc c'est aussi beaucoup inspiré, surtout dans les premières années, des penseurs occidentaux et en particulier de Peter Drucker. Donc la citation de Peter Drucker qui revient assez généralement, c'est la seule façon correcte et efficace d'augmenter la valeur d'une entreprise est de créer des clients. Première chose. Et deuxièmement, les employés ne doivent pas être des exécutants, ils doivent être des individus capables de concrétiser leurs valeurs en prenant des décisions. Voilà, donc Peter Drucker revient, alors il n'est pas forcément très connu en France, mais il y a un forum qui se tient régulièrement et qui participe finalement à remettre au goût du jour ces écrits qui datent parfois de plus de 20 ans. En conclusion par rapport à cette aventure, donc notre ambition avec Jérôme Delacroix, c'est finalement essayer de changer notre regard, constater que voir à travers le monde, même si la tendance actuelle c'est pas forcément la mondialisation, c'est plutôt l'inverse, mais aujourd'hui avec les technologies on peut avoir accès à ce qui se fait de mieux partout. Donc en l'occurrence, en termes de management, on est convaincu que certaines entreprises chinoises ont des choses à nous apprendre. Et j'ai également aussi une petite référence à Marc Gigé, professeur d'innovation au CNAM, qui évoquait le fait que quand lui est allé voir en Chine en termes d'innovation qu'est-ce qui se passait, en échangeant donc avec les responsables d'innovation d'entreprise, il disait mais nous, c'est bien, enfin, nous, la technologie, finalement, bah, on est presque au même niveau que vous. Et finalement, ce qui nous intéresse, c'est en particulier l'exposition Homo Faber, qui se tient régulièrement à Venise, et qui fait un état de l'art de tout ce qui est les métiers d'art, artisanat, et l'adéquation avec les besoins des utilisateurs. Et donc, voilà, nous, on a tendance à peut-être oublier que les Chinois sont aussi inspirants comme Toyota l'a été sur la partie managériale, et eux viennent voir chez nous des choses qui ne sont pas forcément nous sous nos radars. La deuxième chose, c'est finalement notre cadre mental, c'est est-ce que pour l'instant, globalement, à chaque fois qu'on tape un article sur Google, la Chine nous rachète pour copier de la technologie. C'est plus le cas, c'est de moins en moins le cas, et la question c'est est-ce que nous on est capable d'apprendre de la Chine, ou en tout cas de certaines entreprises chinoises. Deux autres points, donc le zéro distance, le management de zéro distance, voilà, c'est le cœur finalement des principes d'AIER, et je pense qu'on va en reparler dans les années à venir. Et un autre point, une autre découverte finalement lors de la rédaction de ce livre, c'est le Polarity Management. On a tendance justement à penser que tous les problèmes ont des solutions définitives, alors que c'est rarement le cas. Dans certains cas, on a des solutions définitives. Il y en a beaucoup d'autres problématiques qui sont finalement des arbitrages entre coopération, compétition, entre produits ou projets, etc. Donc, beaucoup de problématiques qu'on traite aujourd'hui ne sont que des arbitrages entre deux pôles. Et voilà, un des enseignements peut-être de AIER, c'est de nous refaire voir ces choses sous l'angle d'une polarité plutôt que de solutions définitives. Et en conclusion, donc je ferai référence finalement aux métaphores qu'utilisait Django Reinhardt, qui voyait, donc avant de partir à la retraite, son entreprise comme une forêt vierge, à l'opposé d'un jardin fermé derrière une clôture. Et donc par là, il voulait mettre l'accent sur le dynamisme de l'entreprise, au sein de laquelle on doit rencontrer à tout instant des micro-entreprises qui naissent, qui croissent, et certaines qui périclitent et disparaissent. Et en cela, donc on a aussi certains auteurs qui voient dans AIER un modèle, un archétype des futurs incubateurs. Voilà, dans cette structure, enfin, pour permettre justement de créer de nouvelles opportunités en permanence. Voilà, j'espère que cette présentation a été beaucoup plus qualitative au niveau audiovisuel, et je vous invite à continuer à nous suivre sur LinkedIn
pour avoir plus de détails. Je vous mettrai les liens vers le livre, les présentations et les références dans les commentaires. Bonne soirée.